Et si ce mal de tête, cette céphalée, n'était pas là par hasard? Si ce mal de tête nous parlait d'un trop plein de pensées, trop plein de cogitations, trop plein de contraintes, qu'est-ce qui me monte à la tête? Qu'est-ce qui me prend la tête? Qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que je cherche à contrôler? Qu'est-ce que je rumine? Bonjour et bienvenue dans Au cœur de la santé, le podcast qui se propose de décrypter les messages cachés de nos symptômes somatiques. Je suis Dominique Karch, ostéopathe et formateur à l'approche psychosomatique et symbolique du corps, et je suis en joie de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième épisode qui va parler des céphalées. Les céphalées concernent 70% des personnes au moins une fois dans l'année, et pour 10% d'entre elles, ça deviendra chronique. Évidemment, ça a un impact sur la capacité de concentration, sur le sommeil, sur l'humeur, sur la vie sociale de manière générale. Et pour parler des céphalées, j'aimerais vous parler du cas de Sophie, 38 ans, qui est designer en freelance et qui doit gérer seule son entreprise individuelle, sa maison et ses enfants. Elle consulte régulièrement pour des maux de tête, les fameuses céphalées de tension. Et elle va dire très régulièrement qu'elle n'a pas la capacité de mettre son cerveau sur off. Elle est tout le temps en train de penser, elle essaye d'anticiper, elle rumine et elle se réveille la nuit avec sa to-do list qui ne cesse de s'allonger en tête. Donc évidemment, pour quelqu'un qui travaille sur ordinateur, on a toutes les tensions au niveau des muscles oculomoteurs ou des trapèzes qui peuvent participer somatiquement à ces tensions qui amènent des céphalées. Mais on a tout le contexte psycho-émotionnel qui va être très important et qui va aussi apporter une composante non négligeable à ces céphalées. Donc ce cerveau qui tourne en boucle, ces idées qui tournent en boucle, viennent créer une tension et viennent faire que ce qui est agi physiquement va être vécu dans un contexte de tension psycho-émotionnelle. Un jour, Sophie viendra me voir et me parlera d'un épisode très révélateur en me disant « La migraine d'aujourd'hui est particulièrement fulgurante. » Ah, que s'est-il passé? Eh bien, cette migraine est apparue une demi-heure après un coup de fil avec ma mère. Très intéressant. Pendant ce coup de fil, je me suis sentie rabaissée, incomprise, dévalorisée, mais je n'ai rien dit. J'ai serré les dents. Donc, évidemment, on entend le double message, à la fois physique et symbolique. J'ai serré les dents, je n'ai pas communiqué, je n'ai pas pu dire ce que je ressentais. Une demi-heure après, la migraine était là. Donc, on va aller faire remarquer à cette patiente que ce mode de fonctionnement, le fait de n'avoir pas pu exprimer ses émotions, est venu en rajouter une couche à ses habitudes de tension. Et on va pouvoir aller interroger l'histoire personnelle de cette patiente. Est-ce que ce comportement est fréquent? Donc là, Sophie, en l'occurrence, pourra nous raconter qu'elle a toujours vécu comme ça. Elle a été, formatée, éduquée dans ce sens-là, avec une mère très autoritaire qui ne laisse aucune place aux émotions et qui demande du résultat, du concret dans l'action. Donc, Sophie a toujours pris l'habitude de se démener pour accomplir sa mission sans jamais avoir l'espace pour parler de ses émotions, de ses états d'âme. Et donc ce comportement-là, qui se poursuit encore alors qu'elle a donc 38 ans, ce comportement-là fait que les émotions ne circulent pas et que le corps va petit à petit se mettre en tension à force d'accumulation, aussi bien physique que psycho-émotionnelle. Et c'est grâce à cette discussion pendant la séance, durant laquelle on continue évidemment à travailler sur le corps, grâce à cette discussion, Sophie pourra prendre conscience que son comportement actuel est en lien avec des schémas répétitifs qui se sont construits durant son enfance. Puisqu'elle en a conscience, elle va pouvoir agir dessus et choisir, quand elle en aura la possibilité, de changer les choses. Finalement, de s'alléger d'un comportement inconscient répétitif qui la plombe et qui va également imprimer son corps. Donc les céphalées, la tête,
c'est le monde des pensées, c'est le monde de la réflexion, mais c'est aussi le monde des sens. Les yeux, qu'est-ce que je veux voir ou ne pas voir? Les oreilles, qu'est-ce que je veux entendre ou ne pas entendre? La bouche, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je m'autorise à dire? Pas. Le nez, qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je pressens? Qu'est-ce que j'anticipe? Qu'est-ce qui vient à moi? Et donc ainsi, toutes les céphalées peuvent se teinter d'une histoire particulière en fonction de la symbolique de la zone du corps, mais également en fonction de l'histoire personnelle de la personne. Par exemple, Luc, 41 ans, qui va faire une céphalée à chaque fois qu'il est mis face à un choix impossible. Il va ruminer, il va cogiter, il va tourner ça dans tous les sens sans trouver d'issue. Il est coincé dans le rond-point. Et d'ailleurs, il va me montrer la base du crâne, cette première cervicale qui a cette forme un peu d'anneau de calamar. Cette première cervicale qu'on appelle aussi Atlas. Vous savez, dans la mythologie, Atlas, celui qui portait le monde sur ses épaules. Ben là, voilà, on porte le monde sur nos épaules et on cogite dans une volonté de bien faire avec cette notion de c'est sans cesse, c'est en boucle et je me mets la pression pour y arriver. Il y a aussi l'exemple de Sonia qui, elle, va serrer les dents à chaque fois qu'il y a un conflit dans le couple, qui ne va pas s'exprimer, qui ne va pas oser dire, qui ne va pas oser se dire ce qu'elle a sur le cœur et qui va à chaque fois se rajouter une tension somatique en lien avec ce contexte psycho-émotionnel. Là, dans ce cas-là, on est également au niveau énergétique, au niveau du 5e chakra, celui en lien avec la communication, une communication qui est stoppée. On sera en lien physiquement avec les clavicules, qui sont en lien avec les non-dits ou les secrets. Un autre exemple, c'est celui d'Antoine, qui va avoir mal à la tête à chaque fois qu'il rentre d'un week-end chez ses parents. Et plus particulièrement, une névralgie d'Arnold, en lien donc avec la 2e cervicale qui elle-même est en lien avec le besoin de reconnaissance. Et en discutant, on verra qu'à chaque fois, il va chez ses parents en espérant ce besoin de reconnaissance qu'il n'a finalement jamais eu, qu'il n'obtient jamais. Donc à chaque fois, il remet ce conflit-là, qui est très ancien, il le remet en jeu, ça lui crée à nouveau des tensions dans le corps. Et le symptôme physique visible, ce sera la névralgie d'Arnold. Un autre exemple, Samuel, étudiant en médecine, qui lui, au contraire, a une famille très valorisante, mais qui met beaucoup d'espoir sur son cursus. Il est étudiant en médecine et lui, il n'ose pas leur dire qu'il a du mal à faire ses études, qu'il n'est finalement pas très content d'être à cette place-là, qui par peur de décevoir ne va pas exprimer là aussi ce qu'il a sur le cœur. Ça va lui prendre la tête et il va déclencher là aussi de temps en temps des maux de tête en fonction de certains événements qui vont réactiver ce conflit intérieur. Donc le point de départ, c'est le corps. Le corps qui a ce message-là sous forme d'une douleur, d'un symptôme. On va bien sûr chercher dans la globalité du corps, quelles sont les structures qui peuvent être incriminées. Là, on est resté au niveau local avec les mâchoires ou les clavicules, mais ça peut venir de beaucoup plus loin, comme dans le cas qu'on avait vu au niveau des lombalgies. Une fois qu'on a cette lecture globale du corps, chaque partie du corps a sa symbolique qui est universelle. Et pour que ça parle très précisément au patient, on va chercher dans l'histoire du patient pourquoi ce patient a cette sensibilité-là par rapport à tel événement, pourquoi il a ce vécu par rapport à tel événement, qu'est-ce qui dans son histoire l'a préprogrammé à être sensible à ça et qui fait qu'aujourd'hui, il va exprimer ce conflit sous la forme de ce symptôme en particulier. Alors, que faire quand on a mal à la tête? Comme pour tous les symptômes, dans un premier temps, on remarque et on entend le message. On ne le masque pas, sinon on sait bien qu'il reviendra sous une autre forme. On l'entend, on lui prête de l'attention, on le considère et ensuite on essaye de le comprendre.
de comprendre, alors on a des petits signes, hein, comment c'est arrivé, dans quel contexte, dans quel état émotionnel, physique et émotionnel j'étais à ce moment-là. Et ensuite, pour savoir quelle est ma sensibilité par rapport à ce contexte et à cette émotion, est-ce que j'ai déjà vécu ça? Est-ce que ça fait déjà écho? Est-ce que ça fait écho à quelque chose que j'ai déjà vécu? Donc là, on peut remonter, bien évidemment, dans l'enfance, on peut même remonter à la gestation et on peut aussi s'intéresser à tout ce qui est transgénérationnel. Ça, ce sera encore autre chose. Une fois qu'on a entendu le symptôme, une fois qu'on l'a compris, il n'y a pas de mystère. Ce symptôme nous invite à un changement pour retrouver un meilleur fonctionnement, un meilleur équilibre, une santé globale de meilleure qualité. Donc la troisième étape, c'est d'agir et de changer. Alors ça va être des changements qui seront au niveau physique évidemment, mais aussi au niveau comportemental, psycho-émotionnel. Mais puisqu'on a pris conscience de ce qui se joue, on va pouvoir voir et vivre les événements d'une autre façon que ce qu'on faisait avant, de manière répétitive, presque automatique. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous pensez qu'il peut rendre service à quelqu'un, n'hésitez pas à le partager, à mettre aussi des commentaires. Moi, je vous propose qu'on se retrouve dans quelques jours pour un troisième épisode qui cette fois-ci va nous parler du ventre de manière générale, de la digestion. Est-ce que la digestion ne serait pas aussi en lien avec nos émotions? Il y a de fortes chances. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt au cœur de la santé. Au revoir.